Madame et Monsieur, bonjour. Bienvenue sur votre émission Libre avec un livre. C'est la tribune de littérature, un rendez-vous hebdomadaire sur Canal 3 à Bénin. C'est tous les samedis à partir de 11 heures, comme vous le savez. Et aujourd'hui, on va discuter autour d'un ouvrage. C'est une bande dessinée, Tata Djatchem, Soukpamaha Aouian, Amazon du Dahomey. C'est le titre complet de cet ouvrage-là, mis dans la librairie par Tibus Adagba et Kenneth Virou Tobé. Un bon prétexte pour relater l'histoire d'un corps spécial dans l'armée du Dahomey, le corps des Amazones. Monsieur Adagba, bonjour. Bonjour. Alors, quand on fouille un peu l'histoire ou les livres d'histoire concernant donc le royaume du Dahomey, beaucoup situent la naissance de ce corps-là sous le règne Tassirangbe, la seule dame qui a d'ailleurs dirigé le royaume du Dahomey. D'autres situent sa naissance un peu plus loin, soit avec Agadja, soit avec Tegbessou ou Gezo. Vous avez réalisé cet ouvrage en lisant certainement beaucoup d'œuvres d'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on retient de la naissance de ce corps-là et à quel moment est-ce qu'il est né? Merci beaucoup. Merci Tanguy d'avoir fait le déplacement de Mélentin avec toute ton équipe technique. Oui, en fait, ce livre est, comme tu le dis, un prétexte pour parler de ce corps si spécial et qui a marqué les troupes du corps expéditionnaire du général Dodds, qui en ont parlé avec beaucoup de mots élogieux. Alors, pour l'histoire de la naissance de ce corps, alors je précise tout de suite que ce corps n'a pas été créé par Tassirangbe, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit ces temps-ci. Le corps a été créé par le roi Ouégbadja, le fondateur de la dynastie royale du Dahomey. À l'origine, c'était un corps qui avait été constitué, formé et entraîné pour chasser des éléphants. Okay. Parce qu'à l'époque, l'environnement s'y prêtait bien. Donc, et puis, vu le péril qu'il y a à chasser des éléphants, donc le roi Ouégbadja avait formé ces femmes-là spécialement pour chasser des éléphants, et on les appelait les Gbeto. Et en même temps qu'elle chassait les éléphants, elle constituait sa garde. Okay. Voyez, donc c'était sa garde prétorienne, et en même temps c'était des chasseuses d'éléphants. Donc il y avait deux missions au départ. Il y avait la mission de sécurité royale, et puis donc la mission de chasse d'éléphants pour pourvoir le palais en ressources, je peux dire alimentaires. Voilà. Donc c'est de là que c'est parti. Okay. Et c'est à partir de Akaba, de son fils Akaba et de sa sœur jumelle Rangbe, que ces femmes, ce corps qui était spécialement destiné à chasser des éléphants et assurer la sécurité du roi, de la personne du roi, que ce corps a commencé par aller sur des champs de bataille parce qu'il y avait une exigence, il y avait un besoin. Il y avait le harcèlement des voisins de l'Est, des voisins Ouémenou, qui avait déclaré la guerre au royaume du Dahomey. Et d'ailleurs, c'est pendant ce conflit que le roi Akaba est décédé. Et quand je dis pendant ce conflit, ça ne veut pas dire qu'il est mort sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, non. Le roi Akaba est mort on a dit d'une variole. De variole. Voilà. Vous savez, la variole à l'époque, ça fait tellement de dégâts qu'aujourd'hui, dans la langue fond, on n'appelle pas son nom. Oui, on dit la chaux du sol, la maladie de la terre. La maladie de la terre et tout. Donc à l'époque, c'était la variole. Donc celui qui maîtrisait la variole était redouté. Vous allez comprendre plus tard pourquoi quelqu'un comme le roi Danozan était si redouté, parce qu'on considérait que c'est lui qui a maîtrisé la variole, qu'on considérait lié à une divinité qu'on est allé chercher du pays Mahi. Bon, bref, on en reparlera un peu plus tard. Alors donc, pour revenir aux origines de ce corps spécial, c'est à partir de Akaba et de Tassirangbe. Alors, Tassirangbe, ça marque un peu plus les esprits parce que elle
Elle est femme. Déjà, elle est femme. Elle est femme, elle a régné. Et elle est femme, elle a été sur le champ de bataille avec ce corps. Hein, donc, et puis sur le champ de bataille, elle a eu la victoire. Vous voyez? Donc, quand elle a eu la victoire sur le champ de bataille, au retour de cette expédition, cette victoire lui a donné une certaine crédibilité, une certaine aura, qui a fait que les dignitaires du royaume ont dit, mais pourquoi pas, si en tant que femme, elle a pu nous rapporter une pareille victoire et qu'elle l'a fait avec des femmes, bon, pourquoi ne pas lui confier le royaume et tout. Donc, dès qu'elle a eu les pleins pouvoirs, elle a conservé cette troupe qu'elle a étoffée, qu'elle a structurée davantage. Qu'elle a fait former. Et donc, elle les a gardés déjà comme garde personnelle. Et on comprendra pourquoi. Parce qu'elle, en tant que femme, elle a eu une raison supplémentaire de n'avoir dans son intimité que ce corps qui est constitué de femmes et tout. Donc, elle a valorisé sur le champ de bataille. Alors, son jeune frère, Agadia, je peux dire le plus belliqueux de tous les rois que nous avons eus, hein, son surnom, Agadia, c'est connu comme le conquérant. Oui. Agadia le conquérant. Oui. C'est d'ailleurs à lui que nous devons l'extension du royaume jusqu'à Savi Ouida. Donc, c'est Agadia qui a soumis le territoire de son aïeul Cocon, qui est Alada, et puis Savi de Roufon. Qui a débouché finalement sur la mer. Et qui a changé fondamentalement l'histoire du Dahomey, parce qu'à partir du moment où le Dahomey est devenu un interlocuteur direct des marchands et tout, dont les navires accostaient sur la côte, le royaume a pris toute une autre dimension, et le royaume, la structuration même de l'organisation du royaume a totalement changé. Donc Agadia a utilisé aussi les Amazones. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire. Agadia, dans toutes les guerres qu'il a livrées, c'est vrai qu'avec autant d'Agadia, tout n'a pas été que rose, parce que c'est sous Agadia que les Yoruba d'Oyo, ayant vu qu'un royaume qui se met sur leur flanc ouest commence par prendre de l'ampleur et tout, alors que le territoire, à l'origine, c'était un territoire Nago. C'est un territoire Yoruba. Le plateau historique d'Abomey, avant l'arrivée des princes d'Alada, de Tado, c'était occupé par les Yoruba, les Guédévis. Les Guédévis, c'était des Yoruba. Et donc, et ça, c'était au temps du royaume du Bénin, c'est-à-dire le royaume de Béni, hein, qui s'étendait depuis le sud-ouest du Nigeria jusqu'aux confins du royaume Ashanti, du Ghana. Donc c'était un royaume qui était une très large bande. Et donc au moment où le royaume a commencé sa chute, le royaume a laissé des îlots de peuplement Yoruba. C'est pour ça que vous aurez des Yoruba, même depuis le Ghana, vous avez des îlots. Hein, au Togo, vous avez maintenant des Yoruba sur le plateau d'Abomey qui ne sont pas venus après, mais qui étaient là depuis. Donc c'est eux, c'est pour ça d'ailleurs qu'en fond, quand quelqu'un prend le trône, on dit il a acheté le pays. Et Korto. On ne prend pas le pouvoir en pays, on achète. En fait, on le dit simplement par respect pour ceux qui sont les autochtones. Ok. Vous voyez, pour dire, en fait, nous avons acheté ce qui vous appartient. Donc vous n'avez pas pris de force de toute façon. Voilà, on n'a pas pris de force, on ne vous a pas écrasé. Nous avons acheté avec vous, avec votre consentement, l'autorité qui nous permet d'administrer votre terre. Et c'est pour ça que les fonds, même jusqu'aujourd'hui, malgré tout leur caractère très dominant, continuent de dire eux-mêmes Dahomey, Guédévito. Ça veut dire qu'il y a quand même cet aspect qui n'a jamais été touché dans l'histoire, qui a été conservé. Voilà. Donc ils ne disent pas Dahomey, Ruebadiato, non. Ils disent Guédévito pour l'espace. Pour parler de l'espace, ils disent Guédévito. Maintenant, c'est pour parler de la dynastie, du peuplement venu de Tado et tout, qu'on parle maintenant de Ruebadias. Voilà, de Ruebadia et Kumba. De Ruebadiato, tu vois un peu. Bon, bref, c'est une petite digression. Oui. Donc, ce corps, quand même, a retenu, je dois dire, l'attention de
pas mal d'auteurs, de pas mal d'historiens. Vous aussi, vous vous êtes intéressé en tant qu'écrivain à la chose. Alors, pour chaque historien ou écrivain qui s'intéresse pour peu à ce corps spécial, il y a toujours un élément central ou un acteur ou une actrice qui est intéressé. Je veux penser par exemple à Jean Pliac qui a quand même fait une belle poésie pour Naga par exemple. Il y a beaucoup d'autres qui ont consacré des travaux à des Amazones assez spécifiques. Vous vous êtes intéressé à Tata Adjache. Elle a vraiment existé? Absolument. Tata Adjache a existé, un peu comme d'ailleurs tu le dis, un peu comme l'Amazone Naga a existé, un peu comme l'Amazone Yetime a existé, celle à qui on attribue le fait héroïque d'avoir tué le commandant Foras, qui est de, puis cette Amazone, elle est de, je crois, Bonou, elle est de la vallée de l'Ouémé. Sa maison existe et tout, c'est connu et tout. Oui, bien sûr, il y a les Amazones, c'est pas, les Agodiers, c'est pas un mythe. C'est les Amazones qui sont un mythe. Quelle est l'histoire de Tata Adjache? Alors, Tata Adjache, d'abord son histoire nous est parvenue grâce aux travaux de l'ethnologue Paul Azoumen, l'un des premiers intellectuels que nous avons eu, qui n'était pas qu'écrivain. C'est ce détail que les gens ne savent pas. Paul Azoumen était d'abord, bien entendu au départ, il était enseignant, instituteur et tout, ce qui peut être l'équivalent de professeur d'université aujourd'hui. Parce que la facture de ses œuvres. Voilà, donc, et puis après, il avait des travaux d'ethnologie qu'il faisait sous le, je peux dire, sous le parrainage du père Opierre. Il a publié Pacte de sang d'Augustine. Voilà, Pacte de sang d'Anhomey, que vous pourrez même voir dans mes documents, soit quelque part là. Et donc, pendant qu'il a été en poste à Abomey, qui a été son premier poste d'instituteur avant qu'il ne soit affecté à Ouida et puis plus tard à Cotonou, il a donc fait des travaux de rencontre, des travaux de collection d'informations. Donc, pendant ces travaux, il rencontre cette Amazone. Ça, c'était autour de 1920. Donc, il rencontre cette Amazone qui était déjà au soir de sa vie, et à qui il accorde une interview, j'allais dire, et donc il lui raconte son parcours. Et tout. Donc, c'est cette Amazone qu'on appelle Tata Adjache, donc qui en fait épouse du roi Glélé. Donc, il raconte qu'à l'origine, elle était Amazone et qu'elle est originaire de la vallée de l'Ouémé. Elle est de Kétou. Elle est de Kétou, elle est d'un village de Kétou qu'on appelle Ekpo. Et donc, son histoire, c'est qu'elle est venue dans le royaume du Dahomey à l'issue d'une campagne punitive que le roi Glélé, venu sur le trône en 1858, après le décès inattendu de son père Guézo, qui, de retour d'une expédition à l'est, arrivé à Kétou, il est tombé dans un traquenard, et puis il y a un sniper isolé qui a tiré sur lui, qui l'a atteint mortellement. Et donc cet incident a mis le Dahomey dans le deuil. Le Dahomey était furieux. Le Dahomey, nous, à l'époque, était furieux. Il ne concevait pas que ce territoire qu'il croyait pacifié, il croyait avoir pacifié leurs relations avec Kétou et tout ce qui entourait Kétou. C'est ce qui faisait d'ailleurs qu'il pouvait traverser Kétou et aller faire des batailles, livrer bataille à Béokuta, un peu partout, parce qu'ils avaient, disons, un accord de vassalité avec Kétou. Mais les ressentiments existaient peut-être à des niveaux plus individuels. Donc, le cortège du roi, certainement, n'en a pas tenu compte au moment où ils sont arrivés là. Et bon, voilà, l'incident s'est passé. Donc, le roi Glélé, la première expédition militaire qu'il a eu à faire, c'était de venger son père. Donc, pour venger, ils ont décidé d'envoyer les Amazones. Parce que les Amazones, c'était les têtes brûlées. C'est-à-dire que là où il faut aller sanctionner de façon mémorable, c'est là qu'on les envoyait.
Donc, c'est à la fin de cette expédition que tout ce qui a été trouvé, on a rasé tout le village et tout. On ne veut plus voir rien. Donc, elles sont allées, elles ont rasé tout le village et les survivants ont été ramenés à Bomé comme esclaves. Donc, c'est dans ce lot que se trouvait la fillette de 7 ou 8 ans. Et donc, qui a été, comme la plupart d'ailleurs des petites filles qui venaient dans le royaume, qu'on incorporait à différentes tâches et tout. Donc, elle a été incorporée, elle a été placée auprès d'une Amazone de profession. Pour son éducation militaire. Pour son éducation. Donc, elle a appris le métier. En grandissant, donc les exercices militaires les plus contraignants possibles. Donc, vous savez, plus vous commencez tôt, plus le corps obéit. Donc, elle a fait ce parcours. Et quand est venu le moment d'être présentée aux couleurs, hein, tout ça se faisait aussi à l'époque. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle à l'époque, là, tu bois le tanho maintenant. Un peu aujourd'hui, on porte le fourragère aux soldats. À l'époque, c'était tu bois la misture. Qui fait que tu ne peux plus trahir le dahomey. Il y avait ce mythe que quand on prenait le breuvage, on oubliait tout de ses origines, tout de ses parents, qu'on s'attachait uniquement au roi et oui, alors, je ne peux pas en témoigner, mais en fait, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique, c'était que quand on te dit, à partir de ce moment où tu bois ce que tu bois, le breuvage s'appelle dahomey. C'est déjà ça le truc. Okay. Donc quand tu bois le dahomey, on considère que le dahomey t'habite. Et donc, avec cette foi, avec ce genre de pratique religieuse, ça suffit même au plan psychologique pour travailler quelqu'un. Dit que dès que tu as bu le dahomey, bah, si tu fais du tort, dahomey, tu te fais du tort. Tu ne peux pas survivre et tout. Donc il y avait quand même, ce rituel qu'elle a fait, vous avez dû le voir dans le livre. Et puis après, elle s'est révélée redoutable sur les champs de bataille. C'est redoutable donc que sa réputation est remontée jusqu'au roi. Donc, à la veille d'une bataille, d'un combat, elle a promis au roi qu'elle va tuer le chef rival sans ses armes, qu'elle va le faire juste avec sa roue. Et qu'elle va rapporter ses organes comme trophée de guerre. Mais à l'époque, quand vous faites ce genre de promesse, hein, vous êtes tenu de l'honorer. Ah oui, c'est clair. On ne vous y oblige pas. Quand vous le faites et que vous l'honorez, vous êtes vraiment honoré vous-même. Hein, vous êtes honoré, vous êtes élevé et tout par le roi. Et d'ailleurs, le roi utilisait ça comme élément de motivation pour le reste de la troupe. Hein, et puis, elle a fait la promesse, qui était quand même une promesse assez singulière pour une jeune Amazone. Et puis, donc, elle fait ça, elle revient avec le trophée. Et c'est rentré dans la mémoire collective. Sur les bas-reliefs aujourd'hui du dahomey, quand vous observez, vous allez voir quelque part où il y a quelqu'un qui tient une roue et qui est en train d'assommer un adversaire couché. Sur tous les bas-reliefs, vous l'avez. Tout à fait, oui. C'est à partir de Tata Diaté que le roi Glélé a donné instruction pour qu'on inscrive ce haut fait dans les bas-reliefs du dahomey afin que toutes les générations en soient informées. Donc, en fait, peut-être que nous n'avons fait qu'accomplir la volonté du roi Glélé. Tout à fait. Voilà. Déjà, il faut quand même dire qu'à l'époque, ces gens, ils avaient quand même ils avaient la parole assez puissante. Donc, le roi l'a honoré et en a fait une de ses épouses. Donc, voilà l'histoire de Tata Diaté. J'ai parcouru le document, c'est maculé, je vais le dire comme ça, de beaucoup de sang. On sait les bandes dessinées, bon, il y en a pour enfants, a priori. Est-ce que vous avez fait un travail à ce niveau-là pour la sensibilité de ces jeunes lecteurs qui peuvent s'intéresser à l'histoire tout au moins, parce que quand même, on peut chercher à rester fidèle à l'histoire, mais on peut essayer de concilier cela avec la sensibilité et ne pas heurter justement l'émotion ou l'émotivité. Alors,
Mon cher Tanguy, nous avons étudié la Révolution française, Ouais. hein, la terreur. Quand on vous parle de la terreur, il y a du sang ou pas? Si. Pourquoi, si il peut parler de leur histoire avec autant de fidélité, pourquoi c'est chez nous qu'on serait obligé de voiler? Parce que si vous parlez... La différence ici, c'est les images. Oui, non, mais la Révolution française, il y a plein de BD dessus. C'est pour ça que je vous ai demandé. Il y a des BD, et c'est la guillotine. Oui. Vous avez plein de BD où la guillotine tombe, où des têtes sautent. Oui ou non? Oui. Il y a des BD, il y a des dessins, il y a même plein d'images. Parce que la guillotine, si vous racontez l'histoire, par exemple, de la guillotine aux enfants, et vous leur dites que si ça tombe, que c'est du yaourt qui sort du corps de quelqu'un, vous protégez vos enfants, vous les abrutissez. Parce que vous ne rendez aucun service à l'histoire. Tata Adiaté, c'est un livre d'histoire, c'est une histoire vraie, et je n'ai aucune intention de protéger qui que ce soit. Si quelqu'un ne peut pas le lire, la personne laisse. Pose le livre. Mais quand vous allez parler d'histoire, hein, je vous dis exactement ce qui s'était passé. Je ne vous rends aucun service en vous disant que les Amazones ne faisaient que danser, que les Amazones ne faisaient que chanter. Mais les Amazones, ça broyait de la chair humaine aussi. Oui. Les Amazones, comme l'a dit d'ailleurs Champlia, quand il parlait de l'Amazone Naga. L'Amazone Naga, on dit avec sa bouche, avec ses dents taillées en biseau, qu'elle a arraché la carotide du missionnaire qui s'était retrouvé sur le champ de bataille, l'aumônier, qui suivait le corps expéditionnaire. Mais quand lui le dit, vous le dessinez comment? Vous allez dessiner ça sans qu'il y ait du sang? Oui, quand vous faites le dessin, parce que peut-être quand vous écrivez, vous laissez, quand vous écrivez, vous laissez le lecteur lui-même se faire son imagination. Mais ici, c'est du dessin. Et donc, quand vous dessinez une Amazone qui arrache la carotide, par exemple, de ce aumônier missionnaire et tout, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas sortir du ketchup, de sa gorge, c'est du sang. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que depuis la couverture de ce livre, c'est bien averti, vous avez vu, il y a déjà du sang, parce que c'est une Amazone. Tata Adiaté était l'épouse du roi. Oui. C'est quand même assez singulier, hein, qu'on passe du corps militaire à la cour royale. Ben oui, en fait, et d'ailleurs, c'est... Merci d'ailleurs de remarquer ça. Vous savez, ça fait partie des éléments qui m'ont intéressé dans cette histoire de Tata Adiaté, c'est-à-dire l'ascenseur social. L'ascenseur social fonctionnait très bien dans le système dynastique. Vous savez d'ailleurs que la plupart des rois, sinon tous les rois systématiquement, avaient toujours des mères qui étaient d'essence servile, qui étaient ce qu'on appelle des anatores. Il n'y a pas de roi qui naissait... De la plèbe. Voilà, il n'y a pas de roi qui naissait d'une princesse. D'une reine. D'une reine. Et pourquoi ça a été fait comme ça? Ça a été fait comme ça pour que le roi, pour trancher certaines choses, parce que le pouvoir était déjà excessif. Le pouvoir du roi était excessif. Mais celui qui a conçu ça a été assez ingénieux pour se dire quand même que ça peut être une limite. Hein, que le roi lui-même aura, en sachant bien que il a tété des seins de roturière. Donc quand tu as tété des seins de roturière, on se dit que ça va te donner quand même beaucoup de retenue. Une certaine lucidité. Une certaine, voilà, non? Et quand je dis ça, ça permet de te dire que le roi ne regarde pas les roturiers ou les esclaves avec le même regard que ses autres frères, princes et tout, qui eux, peut-être, pour la plupart, peuvent naître des deux parents princes. Donc là, eux, ils n'ont aucun contact avec la masse. Mais la grande masse, c'est les roturiers. La masse même, c'est les anatores et tout et tout. Donc le roi, pour épouser une roturière, ça ne lui pose aucun problème, puisque sa maman, lui-même, le roi Glélé, sa mère roturière. On avait, mettons, présenté la société africaine comme castée, suffisamment castée, où les barrières étaient étanches, où on ne s'imbriquait pas, au risque même parfois d'avoir sur sa tête le gourdin social, de la sanction sociale aussi. Oui, tout ça, ce n'est pas ignorance, méconnaissance. Parce que moins on en sait, plus parfois on invente ou plus on est intransigeant sur certaines choses. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, je te donne un exemple. Aujourd'hui, on a par exemple beaucoup de Dessouza qui ne sont pas Gouda, qui ne sont pas teint clair. Vous vous êtes jamais posé la question? Pourquoi il y a des Dessouza qui sont très noirs? Oui, parce que c'est l'essence de leur mère. D'abord, il y a deux raisons. La première raison, c'est que la mère est d'ici.
la mère soit esclave et tout, voilà. Et la seconde raison, c'est que à l'époque, quand vous avez par exemple, vous appelez Agoyi, tous les enfants qui naissent dans votre cour, que ce soit vos enfants ou que ce soit des enfants de vos esclaves par exemple qui naissent et tout, sont vos propriétés d'abord. Et donc, puisqu'ils sont vos propriétés, après quand on les recense sous ton patronyme. Donc du coup, il y a plein de Tanguy par exemple qui peuvent avoir des traits génétiques qui n'ont rien à voir avec toi, mais parce qu'ils sont nés dans ta cour, qu'ils sont nés dans ta propriété. D'ailleurs, c'est ça qu'ils ont exporté dans le Nouveau Monde, où on a aujourd'hui plein de, comment on appelle, plein de Johnson, par exemple, au Brésil, hein, plein de Marc Levis, plein de parce qu'ils ont pris le nom de leur propriétaire. Ouais, donc, pour beaucoup, c'est ça. Donc, quand vous venez dans le système dahomey, mais vous avez effectivement des gens parfois qui aujourd'hui portent peut-être des patronymes de prince, mais qui ne le sont pas de sang. On ne va pas rentrer dans cette polémique. mais en général, ne vous en faites pas. Il y a toujours des gens là qui connaissent votre histoire. Hein, c'est-à-dire, vous avez beau égoter parce que vous appelez ci, vous appelez ça. Il y a toujours quelqu'un qui connaît votre histoire, qui sait que non, voilà, qui sait très bien que non, c'est parce que votre mère, voilà, a été admise déjà enceinte, hein, dans la cour du roi tel, et que c'est pour ça qu'à la naissance, à votre naissance par exemple, on a donné le nom du roi. Le défi de cette bande, c'est surtout d'illustrer des scènes de guerre, et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de maestria, mais l'autre défi surtout, c'est de pouvoir se focaliser essentiellement sur l'histoire de Tata Diaté, parce que évoquer ça, et j'ai remarqué tout au long de la lecture que j'ai faite, c'est que vous aviez été obligé de rappeler pratiquement toute l'histoire de la dynastie royale d'Aboumé. Un gros pari. Oui, une partie. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Vous savez, là, je vous informe que là, je suis en train de faire un travail, par exemple, sur l'histoire du prince Wanilo, le fils qui a fait l'exil avec son père, le fils du roi Bianzé. Mais vous ne pouvez pas parler de Wanilo sans parler de pratiquement toute la dynastie. C'est comme ça que ça se passe en matière d'histoire. Tout se tient. Tout se tient. C'est-à-dire que puisque lui, il est de sang royal. Et donc, sa façon de réfléchir, sa façon de construire, en fait, même son raisonnement et tout, il tient ça toujours de quelque chose, d'une essence. Donc, tu remontes à l'essence. Pourquoi est-ce qu'il pense? Pourquoi est-ce qu'on le juge, par exemple, par rapport à une certaine attitude qu'il a, que les gens se disent, tout le monde sauf toi. Tout le monde sauf toi. Si on le dit, c'est parce qu'on considère qu'il y a une dette qu'il doit au sang. Vous voyez? Donc, c'est pareil. Donc, quand vous prenez un élément de l'histoire, par exemple, du Dahomey, ça remonte même jusqu'à aujourd'hui. Parlons même pas d'histoire. Mais vous savez, moi je porte ce Gola là, on appelle ça Gola en fond. Et vous ne savez pas le nombre de personnes qui, quand je porte ça, me disent, mais ah oui, mais tu es Da, tu as été sacré Da, tu as été... Parce que ça parle, vous voyez. Donc ça parle, quand un fond te voit porter ça, moi je suis obligé de leur expliquer que c'est pas... Mais autrement, on n'allait pas vendre ça au CPA. J'ai acheté ça au CPA et je porte et j'aime bien ça et tout. Et donc, du coup, on ne réussit pas à prendre l'un sans prendre l'autre parce que les gens ont des lectures tellement codées. Donc, vous ne pouvez pas parler d'un prince sans parler du royaume. Parce qu'il tient ce qu'il est d'une histoire ininterrompue, je pourrais dire pendant 200 ans, 300 ans, 400 ans. De la même façon, hein, l'histoire des Amazones ne peut être dissociée fondamentalement de l'histoire du Dahomey. Aujourd'hui, c'est un corps, évidemment, le royaume n'existe plus, en tout cas dans sa forme telle qu'on la connaissait historiquement, mais le corps de métier, ce corps d'élite n'existe plus. Est-ce que cela a pu inspirer des gens? On a vu quand même le guide libyen très gardé par des femmes, etc. Est-ce que vous pensez que cela a inspiré et ça va être ma dernière question, ça a inspiré la modernité? Oui, en fait, ça a été un souhait. Ça a été un souhait que j'ai mis il y a 2 ans, quand j'avais commencé par travailler sur cette histoire-là. Et j'ai été heureux de remarquer au dernier défilé qu'il y avait un corps qui passait, un corps de jeune fille militaire qui défilait.
et qu'on a appelé le corps des Agodiers, le corps des Amazones. Je dis que c'est un bon début. Après, il va peut-être falloir suffisamment expliquer, travailler, entraîner ce corps dans l'état d'esprit de ce que c'est qu'une Agodier. Qu'est-ce qui fait que quand elle porte ce genre de béret, elles doivent se dire qu'elles sont différentes des autres. Il ne faut pas que ce soit un concours de beauté, qu'on a appris et tout, mais l'inculquer réellement ce que c'est. Parce que vous savez, et ça c'est quand même un pas décisif que nos dirigeants ont fait. Moi je les félicite pour ça, parce qu'assumer l'histoire, nous l'avons, à mon avis, nous ne l'avons jamais fait autant que maintenant. Je ne le dis pas pour flatter. Quoi, parce qu'on a créé ce corps et qu'on a érigé peut-être la place de l'Amazone? Non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais pourquoi la place de l'Amazone n'a pas été érigée depuis? On va pas, même si c'était ça. Chaque président vient avec son inspiration. Ok, mais l'histoire des Amazones existait depuis un siècle, depuis plus d'un siècle. C'est-à-dire la première chose que le vainqueur le général Dot, je peux dire, la première chose qu'il a fait, effectivement, c'est de dissoudre ce corps-là. L'armée du Dahomey et plus particulièrement ce corps. Les races survivantes ont été renvoyées dans leur famille, dans leur village. On les a même pas, pour la plupart, on les a même pas laissés abômer. On les a suffisamment éloignés pour être sûr que personne n'ira encore les remettre ensemble. Donc elles sont reparties, qui à Ouida, qui à Savi, qui à Manigri, qui à Savay et tout. Mais, et donc, il y a eu la colonisation pendant 70 ans, disons, un peu moins de 70 ans. Mais quand nous sommes devenus indépendants, à partir de 1960, je me dis, à partir de ce moment, quand nous avons voulu constituer notre armée, comment on peut constituer une armée sans s'en référer à notre patrimoine? Donc c'est pour ça que je ne banalise pas le fait qu'aujourd'hui on puisse parler des Amazones de façon décomplexée, qu'il y ait une place qu'on appelle la place de l'Amazone. Ça aurait pu s'appeler, je donne raison aussi aux gens, ça aurait pu s'appeler la place des Agodiers. Mais peut-être pour le marketing et tout, pour que les gens comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit, que les gens comprennent, bon, on a dit Amazone et tout. Moi je trouve quand même que commencer par assumer l'histoire, c'est la première étape pour vendre en fait le pays. Et je sais que par rapport à ça, il y a des projets beaucoup plus élaborés. On attend peut-être de voir la réalisation sur la construction à Bomé du musée des Amazones, par exemple. Donc, je garde espoir que beaucoup de choses seront faites. Donc, en fait, ce livre, moi, c'est mon apport. C'est ça. L'histoire existe, il n'y a pas que Tata Diatia, il y a beaucoup d'autres travaux que des gens ont réalisés sur des Amazones et tout. Et l'intérêt, c'est que, vous comprenez, donc quand on dit Amazone, ce n'est pas le bronze. C'est des gens, c'est des femmes de chair qui ont vraiment porté cet étendard, qui ont vécu réellement, et donc qui ont besoin qu'on parle d'elles aujourd'hui, que leur mémoire. Tout au moins pour la postérité. Voilà, pour la postérité. Tibu Sanagwa, merci beaucoup. Alors, que puis-je dire, sinon merci. Merci à tous tes téléspectateurs et surtout félicitations pour tout ce que tu fais. Merci. Parce que parler de littérature aujourd'hui, c'est presque un travail ingrat. C'est un travail d'ingrat parce que vous savez, le monde littéraire, la chaîne du livre et tout, il faut écrire des livres pour comprendre comment tout ça est très complexe. Merci en tout cas d'être passé sur mon plateau. Je rappelle, vous aviez publié Tata Diatia Soupamaha Aouyan. J'espère que je prononce bien Amazone du Dahomey. Vous l'aviez publié avec le concours de Kenneth Virotobé. Disponible, doit-on dire, dans la librairie de Cotonou. Ouais. Merci beaucoup encore une fois pour ce travail de témoignage et d'histoire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là, ce fut un plaisir. Prenez soin de vous, bon week-end et à samedi prochain.